Un jour d'école ennuyeux, Yuki, un étudiant, rencontre son ami Yui qui lui demande ce qu'il regarde. Il lui rappelle qu'elle ne devrait pas lui parler parce que les gens commenceraient à faire des commérages sur eux, mais elle s'en fiche parce qu'ils sont amis depuis l'enfance. Elle remarque que ses cheveux ont beaucoup poussé et lui demande s'il veut qu'elle les coupe. Yuki finit par lui sourire et lui dit qu'ils seront toujours amis. Yuki pense à la façon dont les choses se passent dans l'autre monde. Soudain, un cercle lumineux apparaît sur le sol de la salle de classe. Tout le monde commence à paniquer, sauf Yuki. Quelques secondes plus tard, les autres élèves s'aperçoivent qu'ils sont dans un terrain vague. Yuki s'enthousiasme car il sait où ils sont. Yui demande ce qui se passe, mais soudain, ils entendent un bruit tout près d'eux. Les élèves voient des soldats de Chemtech marcher dans leur direction, ce qui les fait fuir en panique. Yuki reste sur place car elle est déjà consciente de son pouvoir magique. Yui, effrayé, s'accroche rapidement à Yuki. Au même moment, l'un des soldats les attaque. Yuki n'utilise qu'un seul doigt pour le vaincre et s'échappe avec son ami. Plus tard, il voit des soldats courir dans leur direction pour combattre les premiers qui l'ont vu, et il les appelle des démons. Les élèves regardent les deux groupes se battre férocement, mais Yuki pense que cette guerre aurait dû être terminée depuis longtemps. Yuki commence à ressentir une douleur dans la poitrine et se rend compte qu'il a été maudit. Une jeune fille à cheval apparaît et dit aux élèves de se cacher pendant que les chevaliers royaux les protègent, mais Yuki semble connaître cette mystérieuse fille. Avec les quelques soldats restants, elle s'engage dans une bataille contre la horde de démons. Yui est surprise de voir à quel point ils sont forts malgré leur jeune âge, et il commence à battre en retraite, profitant de la situation. Après avoir été emmenés au château, le roi de Distinia et sa fille Margaret remercient les héros d'être venus les aider. Il leur explique que leur royaume est envahi par les démons. Il y a 5 ans, un groupe de héros a été convoqué dans leur monde, comme ils le sont aujourd'hui, mais les élèves sont confus. Margaret explique qu'il y a 5 ans, un héros a été appelé dans leur monde, qu'il a vaincu les démons et qu'il a ramené la paix dans le royaume. Malheureusement, ce héros a mystérieusement disparu. Le roi supplie les héros de mettre fin à la guerre entre les démons et les bêtes. Chaque élève doit apprendre le maniement de l'épée avec Glin et la magie avec Elka, mais Yuki voulait simplement profiter du voyage. Elka le rappelle à l'ordre. Elle le félicite pour son calme, mais lui fait remarquer que son égoïsme est semblable à celui de l'ancien héros décédé. Elka lui demande de s'entraîner, mais il se moque d'elle. Elle décide de lui donner une leçon, mais il la gifle après avoir esquivé son attaque. Lorsqu'Elka sent les mains de Yuki la frapper, son cœur fait un bond, réalisant que Yuki est l'ancien héros disparu des années auparavant. La jeune fille explique qu'elle s'est sentie très seule après le départ de Yuki, mais celui-ci la rassure en lui disant qu'il est revenu pour rester dans ce monde. Glin apparaît, ignorant ce qui se passe entre eux, mais Elka lui explique la situation et qui est vraiment Yuki. Ils informent également Théa, mais elle le savait déjà car elle avait senti le pouvoir magique de Yuki. Yuki leur rappelle qu'il avait promis de revenir dans ce monde et qu'il a tenu sa promesse. Ses amis l'accueillent enfin chez eux. Yuki se demande pourquoi les démons attaquent à nouveau le royaume. Le groupe lui demande comment il a réussi à revenir dans ce monde et pourquoi il a l'air différent. Il lui explique qu'il a mystérieusement disparu après la dernière bataille, mais Yuki lui-même ne comprend toujours pas pourquoi il a été renvoyé dans le monde réel. Selon Yuki, ils se battaient contre leur ami Thomas, et tous deux ont été gravement blessés pendant le combat. Yuki a réussi à frapper l'épaule de Thomas, mais une boule magique s'est mise à grossir et il est revenu dans son monde d'origine sous une autre identité. Yuki, lui, a conservé ses souvenirs et son pouvoir magique, mais il a été rappelé dans ce monde. Théa ne comprend pas comment cela a pu se reproduire, et Elka mentionne ce que la princesse leur a dit plus tôt. Cette nouvelle convocation ne semble pas être une coïncidence, mais Yuki ne s'intéresse pas à ce qui vient de se passer. Yuki veut savoir ce qui est arrivé à Thomas après qu'il ait reçu la dernière attaque et qu'il ait disparu. Si Thomas est toujours en vie, il pourrait être à l'origine de la récente invasion de démons. Théa demande si les démons sont contrôlés par une malédiction due au pouvoir de Thomas et Yuki mentionne que le pouvoir magique qu'elle a ressenti de la part du démon il y a quelques jours semble appartenir à Thomas. On soupçonne donc Thomas d'être à l'origine de tout cela. Elka explique qu'ils ont également cherché Thomas la dernière fois, tout comme ils l'ont fait avec Yuki, mais en vain. Curieusement, Yuki est en vie, et il pense donc que Thomas l'est aussi. Soudain, un soldat arrive en disant que le roi a demandé Glin de toute urgence. Alors que Glin s'en va, Yuki dit que son camarade travaille dur dans son nouveau rôle, mais Elka se souvient que Yuki était censé remplir ce rôle. Cependant, le plan de Yuki était de voyager autour du monde après la bataille finale, mais malheureusement il a mystérieusement disparu. Plus tard, Yuki commence à s'interroger sur les plans secrets de Thomas. Pendant ce temps, le roi se plaint qu'il n'aurait jamais dû accepter un traité de paix il y a 5 ans, et il décide de déclarer une guerre contre les démons pour libérer leur royaume.
Glen mentionne que leur émissaire n'est pas revenu avec des nouvelles après avoir été envoyé sur le continent démoniaque pour négocier la paix. La princesse lui rappelle que ce sont les démons qui les ont envahis. Le roi déclare qu'il n'aurait jamais dû faire confiance à l'ancien héros pour conclure un traité de paix et que s'il a disparu, c'est qu'ils ont pris la mauvaise décision. Pendant ce temps, Yui s'entraîne à lancer des sorts lorsque Yuki s'approche d'elle et lui dit qu'elle a du talent. Mais Yuki se rend vite compte que quelque chose ne va pas chez la jeune fille. Elle se demande pourquoi quelqu'un irait à la guerre. Yuki connaît la vérité, mais reste silencieuse pour ne pas la blesser. La jeune fille affirme cependant qu'elle utilisera ses talents de magicienne pour le protéger. Plus tard dans la nuit, les amis de Yuki lui révèlent les plans du roi pour mener une nouvelle guerre contre les démons. Glen parvient heureusement à gagner du temps en disant qu'ils ont besoin de plus d'entraînement. Yuki, quant à lui, affirme qu'il arrêtera cette guerre de son propre chef. Il pense que c'est le plan de Toma et que c'est lui qui doit l'arrêter. Les amis déclarent vouloir l'accompagner, mais Yuki refuse. Ils ne peuvent pas quitter le château et les élèves sans protection valable. Avant de partir au combat, Yuki a besoin d'une chose, son arme. Le groupe utilise la magie de l'invisibilité pour se faufiler dans l'entrepôt du château. Elka assomme les gardes et le groupe se remémore le bon vieux temps où elle les guidait dans l'exploration des donjons. Elka commence à défoncer la porte de la pièce, mais Yui remarque quelque chose d'étrange. À l'intérieur, Yui voit une énorme épée noire qu'il appelle Kuromaru. Malheureusement, les gardes ont réussi à trouver le garde qu'Elka a assommé et commencent à fouiller le château à la recherche d'intrus. Théa et Glen distraient les gardes, ce qui permet à Yuki et Elka de quitter le château. Après avoir franchi les murs du château, Elka leur dit qu'ils feront tout pour retarder le début de la guerre en donnant à Yuki le temps d'arrêter Toma et l'invasion des démons. Entre-temps, Yui a vu Yuki entrer dans l'entrepôt et décide de le suivre. La jeune fille se précipite dans ses bras et lui demande où il va. Il lui explique que c'est la deuxième fois qu'il est convoqué dans ce monde et qu'il doit rencontrer quelqu'un pour arrêter cette guerre. Les yeux de Yui se remplissent de larmes et elle demande à l'accompagner en lui promettant qu'elle lui sera utile. Mais Yuki ne peut pas permettre qu'elle soit blessée, c'est trop dangereux pour elle. La jeune fille a du mal à contenir ses émotions, mais elle se souvient de sa promesse. Elle lui dit de fermer les yeux et s'approche de lui. En un instant, Yui lance la magie du vent et du feu et donne à Yuki la coupe de cheveux qu'elle lui avait promise avant d'arriver dans ce monde. Elle lui promet à nouveau en souriant qu'elle deviendra forte et qu'elle le protégera. Il la frappe sur le front et lui dit que si elle l'esquive la prochaine fois, elle réussira le test et pourra l'accompagner dans ses dangereuses aventures. Dans une boutique, un homme négocie avec l'artisan. Il veut acheter une énorme broche. L'artisan refuse, il ne vendra pas ses précieuses créations à un jeune sans argent. Il change bientôt d'avis lorsqu'il voit le sac de pièces d'or de l'homme. Vendu. Sa petite fille, Ruri, s'étonne de la transaction. Elle pensait qu'il avait dit que la fierté était la chose la plus importante pour un artisan. C'est vrai. Mais il y a quelques exceptions, comme l'argent. Des années plus tard, l'artisan décède, laissant Ruri derrière lui. Une nuit, Ruri voyage seul dans la forêt à bord d'une calèche lorsque le cheval s'arrête soudainement. Une bête sauvage s'approche de la voiture et elle tombe avec les autres passagers. Dans une tentative désespérée pour sauver sa vie, elle dit en tremblant à la bête sauvage qu'elle est toute osseuse et qu'elle aurait un goût horrible. Heureusement, Setsu arrive pour la sauver. Ruri est si peu confiante avec les gens qu'elle lui demande si c'est de l'argent qu'il veut. Il lui répond qu'il n'en a pas besoin puisqu'il ne fait que passer. Ruri lui demande s'il peut être son garde pour le voyage. Elle le paiera, bien sûr. Les tendances de M. Crabbe de son grand-père lui ont vraiment fait du bien, hein? Il refuse, disant qu'il a ses propres courses à faire. Elle sort les larmes et les yeux de Shio, et il finit par céder. Elle n'a pas à le payer non plus. Ils font route ensemble, mais malheureusement, Ruri doit laisser ses biens derrière elle, à l'exception d'une broche spéciale fabriquée par son grand-père décédé. Le lendemain, ils arrivent à Marsène, une ville portuaire. Setsu remarque que la ville s'est beaucoup développée, et Ruri explique que le commerce a beaucoup augmenté après la fin de la guerre il y a 5 ans. Ruri essaie de louer un bateau pour aller sur le continent démoniaque, mais tout le monde refuse. Il y a une guerre en cours, et tous les navires sont annulés pour l'instant. Ruri essaie de demander à d'innombrables personnes de l'emmener sur le continent démoniaque, mais elle se heurte à chaque fois à un refus. Setsu l'observe. Il la voit se faire aborder par des hommes qui se disent chevaliers de Distinia. Ils disent qu'ils effectuent des inspections pour la sécurité du port. Ils lui demandent de montrer ses papiers d'identité, et Ruri en a un sur elle. Ces chevaliers ont une attitude désagréable. En regardant ces documents, ils commentent « Alors que nous, soldats, risquons notre vie, vous courez après l'argent, des femmes et des enfants qui jouent aux marchands? J'envie votre liberté. Eh bien, si vous l'enviez tant, pourquoi ne pas quitter votre travail et devenir marchand à la place?
Ce n'est pas comme si elle vous avait forcé à devenir chevalier. L'un des chevaliers demande à Ruri de leur montrer son sac en cuir. Elle se dresse contre eux et tient fermement son sac. Elle explique qu'il s'agit d'un objet très important. Les Power Trippers lui demandent si c'est une marchandise, alors pourquoi la cacher? Apparemment, c'est su. Un autre des chevaliers vise manifestement à être un champion olympique de gymnastique mentale et déclare qu'il confisque son sac pour leur avoir désobéi. Alors que le chevalier est sur le point d'arracher le sac à Ruri, Setsu intervient, tenant le bras du chevalier. Il demande aux chevaliers s'ils ont les bons permis pour inspecter les paquets. Pourquoi un simple aventurier comme lui oserait-il défier les chevaliers royaux? Je parie qu'il s'humilierait très vite s'il découvrait son identité. Les chevaliers s'apprêtent à dégainer leurs épées et une foule s'amasse autour d'eux. Le nombre de personnes qui les observent et les jugent les pousse à annuler le duel imminent, et ils s'en vont sans le sac de Ruri. Un peu plus tard, Ruri donne des sandwichs à Setsu pour la remercier de l'avoir défendue. Elle lui dit que si elle ne trouve pas de bateau pour l'emmener à destination, elle en achètera un elle-même. Setsu lui répond qu'il a une idée puisqu'il se rend lui aussi sur le continent démoniaque. Mais d'abord, elle doit se reposer dans une auberge cette nuit-là. Ruri montre la broche à Setsu cette nuit-là dans une auberge, et il la reconnaît. Elle lui parle aussi de son grand-père. Il était un célèbre bijoutier, et elle a entendu dire que personne dans Distinia ne pouvait faire ce que son grand-père faisait. Un jour, quelqu'un est venu demander la réparation d'une broche que son grand-père avait fabriquée et dont il était le plus fier. Mais il n'avait plus beaucoup de temps. Il a demandé à Ruri de livrer la broche. En tant qu'apprentie de son grand-père et petite-fille de celui-ci, elle veut livrer la broche en toute sécurité. Pendant que Ruri est dans le bain, Setsu vérifie la broche et découvre qu'il s'agit de la broche sur laquelle il a lancé la magie de protection. Il espère que rien de grave ne s'est produit. Plus tard dans la nuit, les chevaliers de la veille ont fait irruption dans l'auberge à leur recherche. Apparemment, ils sont soupçonnés d'espionner les démons. Setsu se réveille et se prépare alors que les chevaliers se rendent dans la chambre où ils logent. Lorsque les chevaliers arrivent, Setsu et Ruri s'échappent par la fenêtre. À partir de là, une course-poursuite s'engage à travers la ville. Setsu porte Ruri à la manière d'une princesse tout en courant pour éviter les chevaliers. Les chevaliers les rattrapent et, au lieu d'essayer de s'excuser, Setsu provoque les bandits. Après cela, il attrape Ruri et la porte à nouveau avant de sauter vers la mer. Terrifié, Ruri s'accroche à Setsu pour survivre. C'est alors qu'un événement inattendu se produit. Une bête colossale émerge de la mer et Setsu atterrit dessus. Les chevaliers et Ruri sont abasourdis par la tournure des événements. L'un d'eux se demande comment ils vont rapporter l'événement. Mais un autre leur dit qu'ils ne le feront pas parce que c'est un rêve et qu'ils ne racontent pas les rêves. Quelle bande de mauviettes! Alors que Setsu et Ruri chevauchent le Via, Setsu demande à la bête de les emmener sur le continent démoniaque. Le Via ne dit pas un mot mais pousse un cri et commence à marcher, ou nager, en direction du continent démoniaque. Alors qu'ils chevauchent, Ruri réalise que le Via est Léviathan, le dieu de la mer. Elle commence à se poser des questions. Au bout d'un moment, le continent démoniaque est enfin en vue. À partir de maintenant, quel genre de rencontre attend Setsu et Ruri? Quelle que soit la tournure que prendront ces rencontres, une chose est sûre. Setsu en triomphera. Après tout, c'est lui le héros qui a apporté la paix dans ce monde. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.